Merci Monsieur Mallard, bonjour Mesdames et Messieurs, et avant tout un grand merci à l'Institut de la démocratie et de la coopération, notamment aux amis John Laughlin et Natalia Naroczynska pour l'invitation. Dans mon intervention, je dirais que je vais faire un approfondissement peut-être d'un point important qui a été touché dans l'intervention de M. Rémy, à savoir le COCOM, qui représente, à mon avis, un volet très important pour comprendre la situation actuelle, parce que, de facto, le COCOM a été l'antécesseur, peut représenter la préhistoire des sanctions d'aujourd'hui entre l'Europe et la Fédération russe. Le COCOM est l'acronyme anglais de Comité de coordination pour le contrôle multilatéral des exportations et fut constitué officiellement par les États-Unis le 22 novembre 1949, justement au début de la guerre froide, réunissant tous les membres de l'OTAN à l'exception de l'Islande. Cette organisation avait un caractère semi-secret, comme le montre même le choix du quartier général de l'organisation, qui était justement l'ambassade états-unienne à Paris. Et formellement, ce comité a été dissous seulement en 1914, et c'est pourquoi il peut être considéré comme l'un des moyens avec qui l'Occident a combattu la guerre froide contre l'adversaire communiste. Selon des sources de la diplomatie internationale, le but du COCOM, c'était justement de poursuivre une stratégie de l'État arriéré contrôlé, c'est-à-dire obliger le bloc socialiste d'être dans une condition d'État arriéré par rapport au monde capitaliste. Et pourquoi? Parce que avec la signature du traité de l'Alliance de l'Atlantique du Nord, c'est-à-dire le pacte fondatif de l'OTAN en 1949, et puis le pacte de Varsovie en réponse, l'équilibre international, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, inaugurait en fait la confrontation bipolaire. D'un côté, l'alliance entre les États-Unis et l'Europe occidentale, et de l'autre côté, la Russie, l'Union soviétique et ses satellites en Europe orientale. Cette contraposition était certes basée sur l'affrontement idéologique entre capitalisme et communisme, mais d'un point de vue strictement géopolitique, allait dessiner un scénario, pour ainsi dire, anormal, parce qu'en réalité, l'Europe tout entière, occidentale et orientale, est située sur un espace continental continu qui embrasse la Russie aussi, et donc les relations économiques surgissent d'une façon assez spontanée, toujours entre ces deux pôles. Et pour entraver ces rapports économiques, il fallait étudier, bien sûr, des moyens beaucoup plus concrets que l'idéologie de la contraposition entre communisme et capitalisme. En ce sens-là, ce n'est pas un hasard si le COCOM fut institué dans la même année de l'OTAN, en 1949, et parallèlement au plan Marshall, c'est-à-dire au système qui prévoyait l'inclusion de l'Europe occidentale dans un système économique avec en tête les États-Unis. Et les produits interdisés par le COCOM étaient se peut résumer en trois catégories. Avant tout, les produits industriels militaires, puis les produits liés au développement de l'énergie nucléaire, et troisième catégorie, la plus discrétionnelle, le produit à double usage, c'est-à-dire tous les matériaux qui pouvaient être utilisés aussi bien pour des buts civils que militaires. Et justement, cette dernière catégorie discrétionnelle montre le but politique qui était à la base du COCOM et qui consistait justement à entraver une croissance économique, même pacifique, de l'Union soviétique, qui aurait pu compter justement sur la combinaison des ressources naturelles russes et des technologies européennes. Il y a la même chose en fait qui se passe aujourd'hui. Le contrepoids positif de cette approche était justement le plan Marshall. Si l'on considère ces deux éléments, on peut parler d'une stratégie à double face, une stratégie états-unienne qui consiste justement en deux volets, en deux éléments. D'un côté, la limitation des liens entre l'Europe occidentale et la Russie, disons la mesure défensive de cette stratégie, et de l'autre côté, une mesure active d'inclusion de l'Europe occidentale à l'intérieur d'un système avec en tête les États-Unis.
Et les similitudes entre cette approche géoéconomique à l'égard du bloc soviétique à l'époque de la guerre froide et la politique des sanctions adoptée à partir de 2014 se révèlent, à mon avis, impressionnantes. Certes, si l'on analyse la question sur la brève période, les sanctions ont été lancées par l'Union européenne et les États-Unis en conséquence de l'annexion russe de la Crimée et à cause du rôle de Moscou dans la guerre civile ukrainienne. Mais au-delà de ces prétextes conjoncturels, à mon avis, il est possible d'identifier une continuité entre les différents moments historiques. Et les secteurs touchés aujourd'hui par les sanctions sont en fait presque les mêmes de l'époque du cocon, exception faite pour les restrictions aux personnes physiques et juridiques qui représentent, comme les spécialistes l'ont déjà remarqué, effectivement une nouveauté. Mais il est très révélateur, et voilà le point essentiel, que les sanctions contre la fédération russe ont été adoptées parallèlement à la reprise des pourparlers du partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, qui vise justement à constituer à nouveau, d'une forme renouvelée, une zone de libre-échange entre pays d'Europe occidentale et États-Unis. On peut parler donc d'une stratégie géoéconomique qui semble réitérée, parce qu'aux obstacles posés à la coopération économique euro-russe, qui était hier le cocon mais aujourd'hui les sanctions, s'accompagnent des mesures de renforcement du partenariat euro-américain, qui était hier le plan Marshall et aujourd'hui le traité transatlantique, le partenariat transatlantique, le TTIP. Et cela est montré géopolitiquement du fait que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le rôle hégémonique des États-Unis s'incarne justement dans la capacité de projection sur l'échiquier euro-asiatique afin d'éviter justement une coopération trop étroite entre les États continentaux et en particulier entre les États d'Europe et la Russie. Et le fait que cette vision réponde bien sûr aux intérêts des États-Unis plutôt que de l'Europe est démontré par une ultérieure constante historique, à savoir le fait qu'à l'époque de la guerre froide, comme dans le contexte actuel, les pays européens qui adoptent les sanctions sous la pression des États-Unis adhèrent à ces sanctions, mais cherchent systématiquement à les transgresser. Et voilà la fonction donc géopolitique du traité de partenariat de commerce transatlantique, qui n'est pas une initiative neutre, mais représente voilà, le volet actif d'inclusion d'une stratégie géopolitique. Et là, je voudrais faire une considération peut-être quelque peu surprenante, mais dont je suis parfaitement convaincu, parce que tous les spécialistes de géopolitique et en général de politique internationale savent que l'une des catégories fondamentales de la politique étrangère, mais peut-être de la politique tout court, c'est la dissimulation. Et qu'est-ce que la dissimulation? La dissimulation, comme l'ont montré dès l'Antiquité, je ne sais pas, Sun Tzu ou d'autres penseurs jusqu'à Machiavelli dans l'époque moderne, c'est la capacité de couvrir les véritables objectifs de sa propre stratégie en les présentant par leur contraire. Donc, à mon avis, le cas des États-Unis constitue un très bon exemple. En fait, je fais référence au fait que le modèle économique libéral présenté, disons, qui est issu vainqueur avant tout de la guerre froide et qui est devenu le point de repère pour toute la soi-disant communauté internationale, suppose la non-ingérence de l'État dans l'économie et donc le principe de liberté pour tous les sujets privés qui devrait en principe compéter librement sur le marché, et justement de cette compétition découlerait, disons, la croissance économique, l'augmentation de l'emploi, etc. Et bien sûr, cela c'est le drapeau idéologique du monde occidental et des États-Unis. Mais à y regarder de plus près, s'il y a un pays où l'économie dépend de la politique, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est justement les États-Unis. Pourquoi avant tout parce que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui fixent les règles du jeu. Et le fait, par exemple, qu'il y a une monnaie fonctionnant de réserve internationale, le dollar, est reconnu comme principal moyen d'échange au niveau international, c'est-à-dire une monnaie dont l'émission n'est garantie que par l'État nord-américain, la Federal Reserve étant en fait une institution de facto étatique, c'est déjà en soi une preuve, à mon avis, que le marché international n'est pas du tout un champ où les forces économiques peuvent librement être en concurrence. Et deuxièmement, l'élément politique, à mon avis, est dans le fait que
la puissance des États-Unis découle justement de la capacité de l'État américain de favoriser effectivement la croissance libre des entreprises privées en exploitant toutefois les résultats qu'ils obtiennent, surtout en matière de technologie. En ce sens-là, on peut dire que ni Google, ni Facebook, ni Apple, ni n'importe quelle entreprise est en soi-même une créature de l'État américain. Mais l'État américain est capable de faire de ces entreprises-là un instrument de projection de sa politique à travers sa capacité de promouvoir l'image, par exemple, du rêve américain et de représenter ces entreprises et ces cas de succès comme des exemples de la supériorité, entre guillemets, du modèle américain. Je voudrais vous donner un autre exemple. En Europe, par exemple, il y a toujours un débat décapant sur la théorie monétariste, sur le fait peut-il l'État injecter la liquidité sur le marché. Eh bien, c'est ce que les États-Unis font régulièrement, qu'ont toujours fait dans leur histoire. À l'époque de la Grande Dépression, par exemple, mais aussi à l'époque de la crise en 2008, de la crise financière. Quelle est la réponse des États-Unis? C'est la politique expansionniste, c'est-à-dire c'est l'État qui finance directement. Et justement pour la présence du dollar comme monnaie internationale d'échange, les États-Unis peuvent se permettre d'avoir la dette étrangère la plus haute en absolu, mais rester en tout cas la plus grande puissance économique de la planète. Ces éléments démontrent, à mon avis, que l'idée d'un libre marché dont le monde occidental serait le principal représentant n'est qu'un leurre, et c'est l'instrument, après la détermination de règles que le monde occidental, à savoir les États-Unis eux-mêmes, déterminent, c'est justement la couverture à travers laquelle on voit la primauté de la politique, c'est-à-dire des choix politiques sur l'économie. Et compte tenu de cela, on comprend bien pourquoi, par exemple, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a déclaré dernièrement, je cite, « C'est tout simple, si nous réussissons à avoir le traité transatlantique pour ce qu'il est, non pas un accord sur le libre commerce, mais bien un accord stratégique, un accord politique. Lorsque le traité sera mis en place, il changera globalement les règles du jeu, parce que l'Europe et les États-Unis iront déterminer les règles du jeu et les autres suivront. » Fin de citation. Et au début de mon intervention, j'ai déjà remarqué que le plan Marshall allait de pair avec la création du COCOM et avec la naissance de l'OTAN aussi. Donc l'élément militaire, l'élément économique d'inclusion, plan Marshall, et l'élément d'exclusion, Europe-Russie, étaient, disons, inauguré la guerre froide. Et aujourd'hui aussi, on se trouve dans un scénario très très semblable sur le plan militaire aussi. Parce que l'Alliance Atlantique, aujourd'hui, est très divisée à son intérieur, justement sur le dossier ukrainien. Ça ne concerne pas que les sanctions, mais même sur le plan militaire, il y a des pays, à savoir l'Italie, l'Espagne, le Portugal, par exemple, qui sont contraires à une hypothèse, à mon avis, très grave, qui est celle de l'éventuelle inclusion de l'Ukraine dans l'OTAN, alors qu'il y a d'autres pays, à savoir les Pays-Bas, la Pologne, la Lituanie, l'Estonie, qui poussent dans cette direction. Et donc, si l'on considère ce contexte, bien sûr, le traité économique a aussi la fonction, on l'a déjà remarqué, de reconstituer, de jeter les bases à nouveau pour une OTAN économique où, encore une fois, l'élément militaire de renforcement et l'élément économique à la fois d'exclusion des rapports économiques entre Europe et Russie et d'inclusion des États-Unis et de l'Europe occidentale dans un même système vont de pair. Et je crois que cette stratégie est assez claire dans la tête de ceux qui l'ont pensé, et peut-être le dernier élément de réflexion, c'est le suivant. Nous parlons aujourd'hui des sanctions contre la Russie, de la Fédération russe, mais le vrai sujet de notre conversation, c'est le sujet absent, c'est-à-dire l'Union européenne, ou l'Europe tout simplement, qui démontre son incapacité de faire une politique étrangère. On a énormément de témoignages à ce niveau-là, mais il est surprenant qu'au fur et à mesure qu'on débat de ces problèmes,
disons, le malaise, le désaccord par rapport à la question, même à l'intérieur des pays, parce que je sais très bien, et je crois que tout le monde dans cette salle sait très bien que même à l'intérieur des pays, les décisions du gouvernement sont contestées non seulement par l'opinion publique, mais aussi par des secteurs significatifs de l'établissement économique, civil, culturel. Et malgré cela, l'Europe n'a pas encore la force de résister, disons, à ces pressions, justement pour sa situation intérieure, et je crois aussi pour l'absence d'une perspective qui découle de l'existence de l'OTAN même. On parle de la nécessité d'intégrer encore l'Union européenne, mais comment est-ce qu'on peut faire cela lorsque la force militaire de l'Union européenne est hégémonisée en fait par un pays qui n'appartient pas au continent? Et donc, ces contradictions peut-être expliquent, à mon avis, la faiblesse de l'Europe. Merci beaucoup.